Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire 30 minutes pour comprendre de vivre et devenir. Donc je me présente comme à chaque fois, Christophe Doueneau, je suis le directeur général de Vivre et Devenir. On se réunit régulièrement avec ces webinaires pour évoquer un sujet à la fois d'actualité et pour mettre en évidence une compétence, une expertise propre et développée au sein de Vivre et Devenir. Aujourd'hui, nous allons parler des soins palliatifs, puisque Vivre et Devenir gère notamment un établissement à Villepinte, le SMR qui dispense des soins médicaux et de réadaptation à Villepinte, l'hôpital Sainte-Marie, qui a une équipe avec des lits de soins palliatifs et une équipe mobile de soins palliatifs dont on nous parlera tout à l'heure. Et pour ça, nous avons deux invités aujourd'hui. Corinna Deliman, vous êtes médecin et vous êtes chef de service de l'équipe mobile d'accompagnement qui est rattachée à l'établissement que j'évoquais, l'établissement Sainte-Marie, mais qui a la particularité d'être basé à Montreuil au sein du centre hospitalier André Grégoire. Deuxième invité, Oa Chung, vous êtes psychologue et vous intervenez, vous, au sein de l'équipe de Sainte-Marie à Villepinte. Vous êtes basé à Villepinte. À l'hôpital, oui. Voilà. Donc sujet d'actualité, puisque nous avons eu il y a un mois la journée nationale soins palliatifs. Il y a une loi qui est en débat au niveau national. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais exercice difficile, Corinna, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le tableau? C'est quoi les soins palliatifs? Et puis un peu peut-être illustrer avec l'équipe mobile d'accompagnement que vous pilotez? Bonjour à tous, bonjour Christophe. Donc les soins palliatifs, déjà, ce qui nous paraît important, c'est de rappeler qui est concerné par les soins palliatifs. Ce sont les personnes qui sont atteintes de maladies graves, potentiellement incurables, qui sont touchées par les soins palliatifs. Alors, qu'est-ce qui sont les soins palliatifs? C'est la manière de soulager les patients, de soulager leur souffrance, d'intervenir absolument dans plusieurs domaines, plusieurs dimensions, pour permettre en même temps que ces personnes, les patients en l'occurrence, vivent jusqu'à la fin de leur vie que nous souhaitons le plus loin possible, avec tout ce qui constituait leur manière de vivre, leur loisir, leur profession. Donc les soins palliatifs sont là pour permettre, avec la maladie, avec les symptômes, avec ce qui constitue la vie du patient, lui permettre de vivre jusqu'à la fin le mieux possible. Donc ça, c'est une définition des soins palliatifs. Après, il y a des définitions un peu plus théoriques, plus pédagogiques. Et celles que nous préférons, ce sont des soins évolutifs, actifs, continus, qui permettent justement de soulager les symptômes, mais aussi, comme je disais, de permettre à chaque personne, au patient, de continuer à vivre sa vie avec tout ce qui représente les loisirs, le plaisir, la famille, absolument tout ce qui l'entoure. Alors, je le redis pour celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion, puisqu'on est sur un sujet qui peut être technique, il y a plein de lois. On a appris plein de choses quand on a préparé ce webinaire. Peut-être que vous pouvez nous illustrer ce que vous venez de dire avec, en quelques mots, c'est quoi l'équipe mobile ? Ce qui permet d'illustrer avec les quelques concepts que vous avez évoqués à l'instant. Donc, les soins palliatifs, on peut les exercer de plusieurs manières. Et là, sur l'établissement Sainte-Marie, nous avons la chance d'avoir deux manières d'exercer. Donc, nous exerçons en tant qu'équipe mobile intra-hospitalière, nous, sur l'hôpital de Montreuil. Et mon collègue, il est à l'hôpital de Sainte-Marie, à Villepinte. Il exerce dans les domaines oncologie, gériatrie. Donc, ce sont deux manières différentes d'exercer. Équipe mobile intra-hospitalière, nous intervenons dans tous les services de l'hôpital qui nous accueillent pour répondre à des questionnements qui sont d'ordre très, très différent, pour aider les équipes, pour aider les patients, pour aider les proches dans l'accompagnement des symptômes de la maladie, de tout ce qui pose problème et des débats pluridisciplinaires, justement, quand il y a des problématiques auxquelles on ne peut pas répondre seul en tant que médecin référent du patient. Donc ça, c'est une chose. Et à la dimension soins palliatifs, il y a des unités de soins palliatifs spécifiques avec des lits où les patients sont là parce qu'ils sont arrivés à un certain stade de la maladie où c'est presque une spécialité d'être hospitalisé en soins palliatifs. Et il y a une autre manière, les lits identifiés de soins palliatifs, ce qui est le cas à Sainte-Marie,
leur spécialité, c'est SMR, oncologie gériatrie, c'est-à-dire de soins de suite et réadaptation dans la spécialité oncologie et gériatrie, et ils ont des lits spécifiques où les soins palliatifs sont particulièrement mis en avant. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais il y a plusieurs manières d'exercer les soins palliatifs. Tout à fait clair comme à chaque fois. Peut-être, Oa, pour préciser ce que vient de dire Corinna, donc vous êtes psychologue, donc qu'est-ce que vous faites un peu pour illustrer? Et puis voilà, les autres intervenants au sein du SMR Sainte-Marie, voilà, si vous pouvez préciser ça à partir de votre expérience de Sainte-Marie. Merci, oui, bonjour. Je précise, comme disait Corinna, effectivement qu'à Sainte-Marie, on a la particularité en fait, d'intégrer les soins palliatifs. C'est pour ça qu'on appelle ça des lits identifiés soins palliatifs, où effectivement il y a, donc, les soignants sont amenés à accompagner en cancérologie, en oncologie, aussi en gériatrie, mais nous avons 20 lits identifiés soins palliatifs. Et là, le travail des psychologues, donc, alors, il faut savoir que nous sommes 3 psychologues présents. Moi, je suis présent à Sainte-Marie depuis de nombreuses années, depuis quasiment 18 ans, et on a vu effectivement évoluer l'accompagnement en soins palliatifs. Et ce qui est important, c'est que les psychologues, de toute façon, nous, on rencontre les patients systématiquement, donc dès l'arrivée, quel que soit le point de départ, que ce soit en cancéro, donc en oncologie ou en gériatrie. Et puis, on va un peu tisser un fil conducteur d'accompagnement pour ces patients, même à l'annonce, effectivement, du passage en soins palliatifs. Et on va essayer d'apporter, effectivement, un accompagnement aussi bien pour ces patients, pour leur famille, évidemment, et puis aussi accompagner les soignants qui sont amenés, effectivement, à adapter les soins, puisque le soin palliatif, c'est beaucoup de soins. C'est pour ça qu'on dit les soins palliatifs, et accompagner un maximum et surtout informer. On a besoin de donner des éléments, de prendre le temps. Donc il y a aussi une dimension, je dis souvent, de temporalité, où on va ouvrir un espace particulier, où on va être à l'écoute. Et alors ça, c'est un travail d'équipe, toujours, pluridisciplinaire, et on va s'adapter au contexte de vie du patient. Donc, ce n'est pas seulement médical. Donc, le psychologue, nous, on est amené à ouvrir le plus possible, le mieux possible, l'accompagnement de ces patients. Parce qu'on parle souvent, effectivement, du maintien de la dignité, de respecter les choix des patients. Donc, nous on doit être tout à fait informés par les lois, la législation, par la demande des familles, et toujours respecter dans l'ici et maintenant et dans le temps ce qu'exprime le patient. Et là, ce qui est important, juste, c'est par rapport effectivement au confort. Le plus important, c'est le confort du patient et de sa famille. Oui. Donc là, les patients que vous évoquez sont sur l'établissement. Ce sont des patients qui sont hospitalisés sur l'établissement. Tout à fait. Et dites-nous un mot sur les autres types de professionnels qui sont dans l'équipe. Vous pourrez préciser tout à l'heure. Mais voilà, oui, donc vous êtes psychologue. Qu'est-ce qu'on a comme autre type de professionnels dans l'équipe? Il y a une notion de pluridisciplinarité qui est essentielle. Oui, c'est essentiel parce qu'au-delà en fait, du médical, donc les médecins, les infirmières, les soignants, les aides-soignantes aussi, il y a une grande partie. Et puis on a en complément et aussi en ajustement des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des APA, donc des professeurs de sport, et tout ça, ça va être proposé et ça va être aussi planifié pour pouvoir effectivement accompagner le patient. Sachant qu'effectivement, le psychologue, nous, n'étant pas rééducateur, on est présent pour essayer de faire le lien entre toutes ces démarches, on va dire, de rééducation et de soins, parce qu'on est tout à fait, enfin je parle et des soignants et du patient, toujours actifs. Oui. Alors, si maintenant, peut-être vous, Corinna, si on se met du point de vue du patient, comment ça va ce que je voudrais, c'est qu'on illustre pour les gens qui nous regardent concrètement. C'est-à-dire, il y a une dimension soulager la douleur, donc il y a une dimension très médicale. Et là, quand je vous entends, il y a aussi une dimension, vous parlez de sport, etc. Donc, comment on peut illustrer pour le patient, ça va être quoi
être accompagné par une équipe dans le champ des soins palliatifs? Merci Christophe pour cette question qui effectivement me paraît essentielle. Comme je disais tout à l'heure, le patient c'est une intégralité dans toutes les dimensions. Il a sa profession, il a ses loisirs, il a sa famille. Donc au moment de la maladie, toutes ces dimensions sont complètement chamboulées. Donc il y a les symptômes de la maladie. Donc on intervient sur le côté médical et là, les soins palliatifs, ce n'est pas une abstention de traitement, au contraire, bien au contraire. Donc on explore toutes les possibilités, mais on fait toujours attention en discutant avec les patients, avec les proches, que ce ne soit pas trop invasif par rapport à ce qu'on peut obtenir comme efficacité. Donc ça, c'est le côté médical, technique. Et il y a toutes les autres dimensions, la dimension psychique, voilà, très bien illustré, la dimension sociale, la dimension ethnique, la dimension religieuse, la dimension familiale. Toutes ces dimensions, ce qui fait le patient depuis Hippocrate, parce qu'Hippocrate parlait du patient et du milieu qui l'entoure. Donc on intervient en tant que médecin, en tant que psychologue, en tant qu'infirmière, en tant que diététicienne, en tant que... on va faire appel à des intervenants extérieurs en fonction du patient. Donc, tout ça fait que le patient qui est en soins palliatifs a une prise en charge pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. Ce sont peut-être des mots qui sont un peu creux et théoriques, mais en fait, ça revient à ça, c'est avoir à la disposition toutes les professions qui sont là pour se mettre autour de la table et de voir pratiquement, d'accord, cette personne a telle pathologie, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça. D'accord. Mais aller encore plus loin, ça veut dire que... Je n'ai pas répondu à la question. Si, très bien, mais je veux aller en allant encore plus loin, c'est-à-dire que il va y avoir une dimension, je me répète, mais je vais essayer de le dire différemment, une dimension très médicale pour soulager la douleur. Donc c'est quoi? C'est des médicaments? Tout à fait. La douleur, c'est un symptôme qui touche absolument toutes les spécialités. Ce n'est pas que les soins palliatifs, mais en soins palliatifs, c'est très médiatisé, on en parle énormément. Oui, on soulage la douleur par tous les moyens à notre disposition, des comprimés, des pousse-seringues, des pompes intrathècales. On peut faire des actes chirurgicaux pour soulager la douleur. Par exemple, pour les gens qui ont eu cette pathologie, des colostomies de décharge en soins palliatifs, oui, ça se fait. On n'est pas là pour croiser les bras et pour attendre, c'est sûr. Il n'y a pas d'interdiction. Pour soulager la douleur, pour soulager les symptômes, on passe en revue tous les outils dont on dispose sur le plan technique médical et ensuite on voit qu'est-ce qui est invasif, qu'est-ce qui est faisable dans l'état du patient, ce qu'il souhaite, ce qui est souhaitable, etc. Donc oui. Et à l'autre bout, alors peut-être je regarde là, à l'autre bout, on a donc j'ai compris le rôle du psychologue, et à l'autre bout, on peut avoir des activités sportives, on peut aller voir des chevaux, on peut construire un projet avec la famille, c'est ça? C'est tout à fait ça, puisque à Sainte-Marie, on a cette possibilité de passer par de la médiation animale, donc les chevaux, l'équithérapie, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a d'autres choses qui sont proposées. Alors, c'est pas à l'autre bout, c'est toujours en complément. Oui, je vois. Alors, oui. Quand je parlais d'ergothérapeute et puis de psychomotricienne, c'est vraiment dans le matériel qui est présent dans la chambre. Et ça peut aussi, alors juste entre parenthèses, la possibilité aussi d'imaginer un retour à domicile pour avoir des soins palliatifs à domicile. Donc il y a toujours un projet dans l'avenir. Et là où nous, on va compléter, c'est que moi-même, je suis formé à l'hypnose médicale et de plus en plus, l'hypnose, en fait, apporte un vrai confort. Alors, l'hypnose et d'autres thérapies aussi pratiquées par des psychologues, mais par aussi des soignants. Ça peut être aussi vous savez, on a la possibilité d'utiliser du matériel. On a du matériel Snozelen, donc c'est de la stimulation sensorielle, où effectivement on va passer par le corps, par les odeurs, par les sons, les images, et tout ça, ça peut apporter quelque chose qui va ouvrir effectivement alors c'est pas seulement le confort, c'est vraiment apporter au patient des choses qui le sortent de l'hôpital, même s'il est dans la chambre d'hôpital. Donc avec les familles, c'est important aussi, parce que proposer des activités avec des familles, alors là nous on travaille beaucoup aussi avec les aidants, mais on peut imaginer plein de choses. Toutes les idées peuvent justement, comme disait Corinna, être proposées. Alors après, toujours s'améliorer. On imagine quelque chose aujourd'hui et ça sera d'autres choses 2 jours après. Mais je pense que les soignants et puis les rééducateurs, on imagine tout un tas de choses en extérieur, hein, même
en dehors du cheval pour pouvoir proposer des activités aux patients. D'accord, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a plein de questions là que j'ai envie de vous poser. Bon, peut-être, Corinna, comment se fait, je ne sais pas comment, quelle est la bonne formule, comment se fait le moment où on déclenche un accompagnement dans le cadre d'une équipe soins palliatifs? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... à quel moment nous sommes appelés c'est ça, pour un patient? Comment l'équipe est mobilisée, ouais. Très bonne question, merci à nouveau, parce que ce sont des questions très importantes. Qu'est-ce qui fait que l'équipe de soins d'un certain service nous appelle? Justement, donc, comme je disais, ça touche les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, potentiellement incurable. Et il n'y a pas seulement le cancer, il y a par exemple l'insuffisance rénale chronique avec les patients dialysés ou pas dialysés. Il y a les maladies infectieuses, le VIH avec le stade SIDA. Il y a d'autres maladies, insuffisance respiratoire chronique, d'autres maladies où les patients peuvent se retrouver en phase palliative. Et là, merci pour la question encore une fois. Phase palliative, ça ne veut pas dire fin de vie. Nous ne sommes pas appelés en fin de vie de manière idéale. Pourquoi? Parce que dans l'idéal, on devrait être appelé dès le moment du diagnostic d'une maladie grave, potentiellement incurable. Donc, ce n'est pas ce qui arrive chaque fois parce que les patients se retrouvent en hospitalisation à des stades différents de leur maladie, de leur diagnostic, de leur prise en charge. Donc, nous sommes appelés quand justement il y a des problématiques symptomatiques pour lesquelles les équipes de soins ont besoin d'un avis extérieur, des divergences d'opinion, des problématiques, ça peut être avec les proches ou les soignants. Donc, il y a une interrogation dans toutes les dimensions. Et à ce moment-là, l'équipe mobile de soins de support et soins palliatifs est appelée. D'accord. Et je l'ai fait un peu dans le désordre, mais il y avait plein de questions dans ce que vous avez... La particularité, est-ce qu'il y a une particularité sur le fait que, sur les modalités d'intervention de l'équipe mobile au sein du centre hospitalier à Montreuil? C'est-à-dire parce que vous êtes en soutien de toutes les équipes du centre hospitalier. Tout à fait. En fait, nous intervenons à la demande de tel ou tel service. Le patient, donc, il y a une durée d'hospitalisation. On réfléchit ensuite, comme il disait, au devenir du patient, à l'accompagnement à la sortie d'hospitalisation, dans quel établissement, est-ce que c'est une sortie à domicile, comment on peut intervenir. Donc, il y a un côté intra-hospitalier qui est notre, j'allais dire, notre première cause d'intervention. Et ensuite, le suivi post-hospitalier, parce que le patient, il est dans une évolution. Ce n'est pas juste le moment T, il faut réfléchir là après. Donc, à ce moment-là, il y a notre chapeau qui intervient, c'est-à-dire on a la casquette de coordination entre l'hôpital et l'extra-hospitalier. On peut préparer un projet de vacances pendant une chimiothérapie ou pendant une dialyse ou plein d'autres projets, comme Oa l'a dit. Il y a des mariages parfois qui se font à l'hôpital où nous intervenons. Vraiment, c'est l'être humain, le patient, mais c'est l'être humain avec tout ce qui le caractérise. Et sa maladie, c'est juste une période de sa vie. Donc, dans l'idéal, on devrait être appelé le plus tôt dans la maladie, dans le diagnostic et pas à la fin. Donc la fin de vie, c'est juste une partie des soins palliatifs. Les soins palliatifs ne se résument pas à la fin de vie. La fin de vie, c'est une partie de la vie. Allez-y, oui. C'est aussi une des missions, alors que ce soit les psychologues dans l'institution, là à Sainte-Marie, ou bien les unités, comme là à Montreuil avec les collègues, c'est aussi l'accompagnement des soignants. C'est très important, parce que n'étant pas forcément au chevet du patient, on est amené effectivement à réfléchir. Donc on ouvre des temps de réunions pluridisciplinaires, on ouvre des réunions où on va parler d'éthique, et on va aussi réfléchir ensemble à chaque fois pour réadapter les soins. Donc c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et ce mouvement, ça va toucher vraiment énormément de professionnels. Et je pense que ce qui est intéressant dans les hôpitaux, c'est ça, c'est que ça peut être aussi sur plusieurs services. Oui. Bon, on court-circuite l'ordre, mais je vois qu'il y a une question là, parce que je pense que ça illustre ce que vous venez de dire. À quel moment commencer les soins palliatifs avec des enfants ayant une maladie incurable ou évolutive? Est-ce qu'il y a une dimension particulière liée au fait qu'on s'adresse à des enfants
ou à des enfants polyhandicapés. Je pense à certains établissements gérés par Vivre et Devenir, où on a des enfants polyhandicapés. Est-ce qu'il y a une dimension particulière? Alors, ce n'est pas forcément votre expertise à l'un et à l'autre sur le champ pédiatrique. On n'est pas dans le champ pédiatrique qui est particulier, tout à fait. Mais quelle clé, quel réflexe? Est-ce qu'il y a des équipes mobiles spécialisées dans le champ de la pédiatrie? Je sais que oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, c'est quoi les clés qu'on peut donner? Je ne sais pas où est située la professionnelle qui pose la question, mais sur le champ de la pédiatrie, il y a des particularités? Je vais te répondre. Oui, alors il existe, c'est départemental, il y a toujours effectivement un dispositif qui fonctionne, donc les professionnels peuvent interpeller, hein, il y a des associations qui existent, il y en a énormément en France, et je pense qu'à chaque lieu, en France, je ne sais pas où, on peut trouver très facilement des partenaires qui peuvent accompagner, alors, que ce soit en pédiatrie ou que ce soit là en gériatrie, en oncologie, je pense qu'accompagner, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Je crois que c'est un accompagnement de la famille et, encore une fois, des professionnels. Si on a une structure médico-sociale et que les professionnels ne sont pas effectivement à l'aise avec l'accompagnement d'un enfant, donc il faut pouvoir demander... alors, il y a des unités de soins palliatifs extra, comme tu disais tout à l'heure, hospitalières, qui peuvent peut-être aider. Là, je n'aurais pas une réponse précise, mais ça existe tout à fait, même en pédiatrie. Bon, après, on a peut-être des particularités. Si, je ne sais pas, enfin, un enfant bas âge, adolescent, il y a peut-être des choses particulières. Mais après, vous dites, les méthodes, les façons d'intervenir sont proches. Ouais. Et donc, on peut imaginer des équipes mobiles extra-hospitalières, ça existe, ça, qui viendraient dans les établissements médico-sociaux, à domicile, etc. Tout à fait. Ouais. Pour le côté pédiatrique, c'est comme il disait, ouais, comme chez les adultes, en fait, c'est les circonstances, et chaque cas est différent, il faut discuter en fonction des circonstances avec les parents, parce que là, chez les enfants, effectivement, ça dépend de l'âge, ça dépend de tout un tas de facteurs. Est-ce qu'il faut lui parler des soins palliatifs? Est-ce qu'il est en état de comprendre? Il y a tout un tas de questionnements. Et oui, il y a des équipes mobiles pédiatriques de soins palliatifs spécialisées. Celle d'Île-de-France s'appelle Paliped, P-A-2-L-I-P-E-D. Ils ont un site, ils répondent au téléphone et ils peuvent orienter, quelle que soit la région. Justement, je pense au professionnel qui nous a posé la question. Ils peuvent l'orienter vers une équipe mobile pédiatrique de soins palliatifs de la région en question. Donc, de toute façon, ils sont très disponibles et leur expérience est très importante, même si ils n'interviennent pas physiquement sur le territoire en question. Donc ça, oui, ça existe. Paliped en Île-de-France, et ils répondent à des questions d'autres territoires. Et deuxième chose, oui, effectivement, chaque cas est différent. On ne peut pas donner de protocole de quelle manière intervenir. Oui, même si au final les interventions se déclinent par des protocoles très précis. Enfin, moi, ce que j'avais vu dans les... Par une manière de faire. Voilà, la manière de faire, oui. Question qui n'a rien à voir. Parlez-nous, dites-nous un mot de la personne de confiance. Alors, donc là, on rentre... Donc, la personne de confiance, qu'est-ce que c'est la personne de confiance? Donc là, merci aussi beaucoup pour la question. Donc, la personne de confiance a été la première fois mise en avant par la loi de 2002 de Bernard Kouchner relative aux droits des malades. C'est la première fois où, sur le plan légal, nous avons eu cette notion de personne de confiance. La personne de confiance, ce n'est pas la personne à appeler quand on est hospitalisé. La plupart des gens font cette confusion. La personne de confiance, c'est quelqu'un que vous avez la possibilité de désigner légalement, qui maintenant peut se faire sur le dossier qui se trouve sur le site de la Sécurité sociale sur Amélie. C'est une personne qui n'est pas forcément quelqu'un, votre épouse, votre époux, votre frère, pas forcément quelqu'un de votre famille, qui est capable de transmettre à l'hôpital dans le cas où vous ne pouvez pas vous exprimer. Par exemple, on a perdu connaissance, on est hospitalisé, on a déjà une maladie grave et les médecins, les soignants sont là en train de se dire d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Donc cette personne de confiance qui est désignée, on peut regarder le dossier médical, on va savoir, c'est madame une telle, elle est boulangère dans le, je ne sais pas, à Villepinte, et la personne de confiance de monsieur Dupont. Donc on va l'appeler, on va dire voilà, il est arrivé un problème, qu'est-ce que vous êtes au courant de quoi? La personne de confiance, c'est celle qui peut s'exprimer à votre place quand vous ne pouvez pas, concernant des desiderata, des souhaits médicaux de l'ordre de l'hospitalisation, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire.
D'accord. Alors on avait dit qu'on ne ferait pas un rappel légal de tout ce qui existe, etc. On ne va pas le faire. Vous avez juste évoqué la loi Kouchner. Donc pour ceux qui seraient intéressés, il y a la loi Leonetti, il y a la loi Clé-Leonetti. Voilà, on avait dit qu'on... Parce qu'à partir de cette loi, en fait, en 2016 et puis là, très récemment, ça a été réactualisé et ça va de pair. Donc la désignation par le patient d'une personne de confiance va de pair avec aussi remplir les directives anticipées. Donc ça, c'est très important. C'est ça que je voulais rajouter. Donc il y a une vraie expertise. Donc je mettais un peu de côté le rappel de la loi ou des lois qui existent, même s'il y a des choses très précises qui existent. On a quand même une réflexion au niveau national. On ne va pas faire le débat. On a dit qu'on ne faisait pas le débat. On ne se substituait pas au Parlement. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de perspectives qui s'ouvrent, notamment pour les gestionnaires, experts que nous sommes. Vous qui intervenez dans le champ des soins palliatifs, si vous pouviez améliorer une ou deux choses, ce serait quoi? C'est quoi les améliorations qu'on pourrait imaginer dans le champ des soins palliatifs? Voilà, on donne des idées au Parlement là, sur voilà, développer les équipes, renforcer, je sais pas, voilà, une ou deux idées, on se fait plaisir. Juste, je pense que c'est au niveau de la formation. C'est-à-dire que n'importe quel soignant, en médecine, que ce soit les infirmières, parce que ça, effectivement, à toutes les journées, les conférences autour du soin palliatif, c'est effectivement, on dit que les soins palliatifs, le plus tôt, effectivement, s'y met en place, et mieux, ça peut être, effectivement, envisagé. Donc, il faut que les soignants, les psychologues, les rééducateurs soient formés le plus tôt possible. Parce qu'on ne sait pas très bien, finalement, ce que c'est que les soins palliatifs. Je pense que c'est ça, il faut vraiment mettre le paquet. Enjeu de formation. D'accord. D'ailleurs, je le signale, hein, parce que je regarde Corinna, on va proposer à Vivre et Devenir une formation professionnelle de Vivre et Devenir avec votre... C'est vous qui allez piloter ça. Je suis en train de regarder. La parole, pardon, excusez-moi. Non, très bien. C'est très bien. Corinna, vous avez voilà. L'interaction. Donc, pour l'amélioration, il y aurait énormément de choses à dire et nous n'avons certainement pas le temps ici. Néanmoins, effectivement, dans l'anticipation du moment où les soins palliatifs sont appelés et aussi au niveau de la vulgarisation, de la médiatisation des soins palliatifs, ne pas faire l'identité totale entre soins palliatifs et fin de vie parce que c'est extrêmement délétère avec l'anticipation et effectivement ça reboute un certain nombre de personnes, de proches qui portent préjudice à la prise en charge de ces personnes qui sont en difficulté. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Oui. Alors je vais vous faire répéter ce que vous avez dit tout à l'heure, mais quand je vois les questions arriver, je pense qu'il y a vraiment une interrogation à laquelle il faut qu'on réponde très explicitement. Est-ce que vous pouvez intervenir dans un établissement médico-social ? Merci pour la question. Alors vous ou le type d'équipe que vous pilotez? Oui. Alors la réponse est oui. Nous sommes une équipe mobile intra-hospitalière, mais c'était aussi le souhait de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence régionale de santé, c'est que nous soyons polyvalents et mobiles dans le sens où un patient était hospitalisé, il sort de l'hôpital, comme je disais tout à l'heure, sa vie ne s'arrête pas à l'hôpital et il faut que les intervenants puissent communiquer pour faire que le patient vive le mieux possible. Donc la réponse est oui, un suivi post-hospitalier. Nous, personnellement, notre équipe, elle intervient en tant que suivi post-hospitalier des patients qui sont passés par l'établissement de Montreuil pour justement assurer la continuité, le fameux mot de la continuité des soins. Ça, effectivement, là, une réalité bien pratique. Donc oui, nous l'avons fait plein de fois à domicile. Notre ergothérapeute est intervenu par exemple à domicile pour des patients qui étaient en divers stades de la maladie, dans les EHPAD. La semaine prochaine, nous avons une réunion éthique dans une masse, dans le 93. Donc oui, et c'est le but, c'est que le patient ne soit pas coupé juste parce qu'il est sorti de l'hôpital ou il est sorti de tel et tel établissement. Donc la réponse est oui. Et tout à l'heure, vous disiez, vous avez des interventions aussi à domicile. Enfin, c'est exactement ce que vient de dire Corinna. Vous avez des... Moi, je ne veux pas à domicile. Non, mais l'équipe peut poursuivre ses accompagnements à domicile. Oui. Alors, nous, on va accompagner avec les familles. On va mettre en place des choses avant le retour pour sécuriser le plus possible et pour aussi protéger les personnes de la famille qui vont effectivement prendre le relais. Et jusqu'à après le retour à domicile, on peut être disponible, évidemment. Mais moi, je n'ai pas à domicile. Ça va être d'autres équipes qui vont prendre le relais.
Je fais juste une petite précision, si vous permettez, c'est qu'il existe les équipes mobiles extra-hospitalières, ce qu'on appelle territoriales. C'est les équipes mobiles de soins palliatifs avec lesquelles nous sommes en coordination et qui prennent parfois le relais du suivi à domicile. Donc ces équipes mobiles extra-hospitalières territoriales, elles ne sont pas nombreuses. Ça serait une des améliorations possibles d'ailleurs de les rendre plus nombreuses. Elles prennent parfois la relève quand c'est possible pour le suivi palliatif des patients qui sont dans les EHPAD, qui est considéré comme domicile, à domicile même ou dans d'autres établissements. Ok, ouais. Alors je vois le temps, je vois le temps qui, le temps qui file. Je pense quand même que je suis quand même assez sensible aux questions qui sont posées, parce que j'entends que vous répondez oui aux questions sur les possibilités d'intervention. Donc je pense que ça renforce le sujet sensibilisation, formation que vous évoquiez auprès des professionnels. Probablement, il y a un sujet grand public sur les notions que l'on évoquait. Donc espérons que cette loi nous amène à pouvoir développer ces réponses et développer cette expertise. Là, le temps de... Une dernière question qui arrive. Question, à quel tempo et où sont organisées les réunions d'éthique ? On doit faire au moins 4 réunions par an, proposer aux équipes au moins 4 fois par an, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 mois. Maintenant, on peut en rajouter. On va choisir des thèmes, on va proposer, alors, comme on a pu faire avec Corina, faire intervenir des collègues ou des personnes extérieures. Mais un minimum de 4 fois par an. D'accord. Je peux juste préciser, donc, en ce qui nous concerne, les réunions d'éthique peuvent être de manière informelle, ça peut être 1 par semaine, 2 par jour, c'est vraiment en fonction des patients, parce que chez nous c'est l'éthique médicale, ça veut dire il y a vraiment une question et les gens attendent une réponse précise. Ça ne veut pas dire que nous donnons le ton, c'est les équipes de soins qui décident à la fin, mais en fait c'est très aléatoire en fonction justement des besoins des personnes qui sont suivies. D'accord. Et ce n'est pas la même chose, effectivement. Tout à fait. Médical, deux choses effectivement, différentes. c'est la prise en compte du soin, du médical, et puis la question éthique, donc philosophique et puis aussi sociétale. Ça, c'est quelque chose, effectivement, on va élargir. Donc là, vous ouvrez en fait une porte qui est énorme avec d'autres questions. Juste là. C'est l'éthique. Ok, ouais. Et juste, est-ce que c'est la dernière question, est-ce qu'on dispose, si quelqu'un nous demandait des éléments chiffrés sur le bilan de l'équipe mobile depuis qu'elle existe, on a ça quelque part, si on nous le demande? Bien sûr, il y a un donc bilan. La personne qui a posé la question, nous avons ces données et on pourra vous les donner. Oui, bien sûr. C'était une façon de vous couper la parole, parce qu'il faut qu'on arrive à la fin, mais ces données existent. Merci Oa, merci Corina, un grand merci de vous être prêté à ce jeu. Donc vous le savez, le webinaire sera disponible en replay et on pourra se retrouver dans quelques mois pour une nouvelle thématique. Merci beaucoup de votre présence.